Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission, votre émission Droit et Justice. Droit et Justice, et sur ce numéro, nous abordons la question de l'immunité des présidents de la République, des chefs d'État, notamment en Afrique, les limites et notamment les atténuations qui sont donc consacrées à ce principe, notamment à ses avantages. Et mon invité, c'est Serge Prince Aboujan. Bonjour, monsieur Aboujan. Bonjour, cher ami Landry. Merci une fois encore d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc juriste, vous êtes expert sur la question des droits de l'homme. Dans le mot précédent, on parlait déjà de la question de l'immunité des chefs d'État. Vous avez procédé à une certaine clarification, notamment le contenu même, disons, de ces avantages. On va aborder cette fois-ci les atténuations à ces principes. Autrement dit, est-ce qu'il y a des dérogations? Je voudrais rappeler que vous précisez que l'érection de ce principe tire un peu sa source, disons, de la monarchie. On a eu désormais des régimes démocratiques. Est-ce qu'il y a eu des évolutions un peu à ces immunités des présidents de la République? Bien sûr que oui, je salue tous les téléspectateurs qui nous accompagnent. Bien sûr qu'il y a les atténuations, sinon le sentiment de la population qui consiste à les considérer comme une forme d'impunité va rester. Donc il y a eu des évolutions. Même si vous prenez la plupart des pays africains, y compris le Bénin, il y a des dérogations qui permettent de lever cette façon d'irresponsabilité des chefs d'État. Cette dérogation, d'abord, c'est que, premièrement, il y a des fautes spécifiques qui amènent à ne pas poursuivre les chefs de l'État. Pendant ou après? Même en fonction. Même en fonction. Voilà. Même en fonction, on peut les poursuivre dès lors que le mécanisme prévu pour ça l'a indiqué. Il y a des pays où il n'y a pas du tout cette possibilité. Vous prenez par exemple un certain nombre de pays, la France par exemple, même si c'est atténué, on attend que l'intéressé puisse quitter les fonctions avant d'engager. C'est pour ça que c'est temporaire. Chez nous, au Bénin, non, la responsabilité personnelle du président de la République est engagée en cas de haute trahison, en cas d'outrage à l'Assemblée nationale et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité. Donc, c'est dérogatoire. On ne peut pas, parce qu'on est président de la République, faire tout ce qu'on veut pendant tout son mandat, pensant qu'on ne va pas vous engager votre responsabilité. Au Bénin et dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. C'est dérogatoire, mais le mécanisme ne permet pas vraiment d'aller au bout. Voilà, on se pose la question, est-ce que ça n'est pas une manière déguisée c'est parce que non. C'est d'abord le principe dérogatoire. Le président de la République, lorsque son comportement personnel est contraire aux bonnes mœurs, son comportement personnel, on le reconnaît comme auteur, co-auteur ou complice de malversation, de la corruption, d'enrichissement illicite, il peut être en fonction et on va engager sa responsabilité. C'est ce qu'on appelle atteinte à l'honneur. C'est prévu, je crois, à l'article 75 de la Constitution en vigueur. Il y a l'outrage à l'Assemblée, lorsque l'Assemblée lui demande lui pose des questions, il ne veut pas répondre, et après des délais, on peut engager sa responsabilité en plein mandat pour qu'il puisse répondre devant la juridiction. Et ici, ce qui fait qu'on ne le sent pas vraiment, on pourrait dire qu'au Bénin, par exemple, depuis 1990, on n'a jamais vu ça, parce que la procédure est politique. La procédure est politique. Et la plupart des pays africains ont rendu cette procédure politique. C'est-à-dire que c'est les parlementaires, pour la plupart, qui engagent la procédure de la responsabilité personnelle du chef de l'État. Et vous verrez encore derrière les parlementaires, il y a encore la Cour constitutionnelle qui revient pour vérifier si cette procédure, elle est vraiment fondée pour aller. Donc, on a mis des balises pour que le président de la République, en réalité, ne soit pas perturbé. Mais comme je le dis souvent, on est toujours responsable de ces actes et on pourra répondre de ces actes. Pourquoi? Parce que dans le régime dérogatoire que nous avons, il y a d'autres régimes qui sont apparus et qui font actualité. La Cour pénale internationale pour des infractions dites de génocide, de crimes contre l'humanité. C'est des principes qui disent aujourd'hui en droit international que quel que soit ce que tu es, si tu fais ça, on te gardera ça et tu répondras
moi de ça. Si on peut le faire en exercice, on le fait. Si on ne peut pas le faire en exercice, tu sors de l'exercice, on te prend pour ça. Il y a des pays qui ont internalisé la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le statut dans leur droit positif. Donc, même si l'intéressé ne va pas à la Cour pénale internationale, on peut, dans les juridictions en interne, le juger dans le cadre de ces infractions qu'on appelle crimes et génocide, etc. Mais en évoquant justement le cas de ces exceptions prévues par le statut de Rome, notamment au niveau du droit international, on a vu, disons, cet exemple de Omar El-Béchir, qui est l'ancien président soudanais, poursuivi par la Cour pénale internationale, mais jamais arrêté, par exemple. Jamais poursuivi, jamais arrêté, j'allais dire, alors qu'il voyageait pratiquement dans plusieurs pays. Oui, c'est ça, le statut de Rome. D'ailleurs, certains analystes et certains enseignants ou analystes ont fait des articles là-dessus pour dénoncer ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la Cour par les dirigeants d'État. En réalité, la procédure n'est engagée que par les dirigeants d'État. Les dirigeants même, il y a maintenant la saisine du procureur de la Cour pénale qui peut le faire, mais tout se passe au niveau des États. Et donc, il y a certains États qui ne sont pas d'accord avec ça. Et on a vu d'ailleurs toute l'Union africaine qui s'est révélée comme ça. Ouais. Donc, si les pays ne sont pas prêts, on ne peut pas arrêter les gens. Les gens qui se promènent là, ils se promènent en s'assurant que les États dans lesquels ils vont ne vont pas les envoyer, les extrader. Donc, ils le font dans toute une garantie de réflexion. Lorsque l'État n'est pas et pour ça, il peut exécuter. Et tu viens dans son pays, il vous prend, il t'exécute et tu vas à ce pays direct. Donc, les présidents qui se promènent, comme vous dites, ils s'assurent qu'ils ont des garanties que, dans leur pays, on a vu quelqu'un qui était en Afrique du Sud. On a tout fait pour qu'il soit extradé vers là-bas, mais l'État sud-africain a refusé pour dire non, moi je ne veux pas, et il est reparti chez lui. Donc, c'est toujours des questions d'État. C'est des questions d'État, n'oubliez pas, c'est des dirigeants d'État. C'est des personnes qui, plus ou moins, ont été élues par le peuple. Donc, ils ont la souveraineté. Et ils forment le syndicat de fait. Oui, on le constate. De solidarité, en tout cas. On le constate. Vous observez, vous verrez que même les journalistes, ils ont même si ça s'est ébridé un peu, ils ont cette forme de solidarité quand même. Donc, c'est normal. Mais ce que moi, je pense, et c'est mon analyse personnelle, quelles que soient vos responsabilités aujourd'hui, la vie, disons le monde, surtout la place des droits de l'homme aujourd'hui ne permet plus de faire n'importe quoi et de penser que vous serez complètement impuni. Non, ça peut vous rattraper puisqu'il y a des notions qui viennent. Vous avez par exemple au Bénin et dans plusieurs pays l'imprescriptibilité des crimes économiques. Lorsqu'on dit que les crimes économiques sont imprescriptibles, ça voudrait dire qu'à tout moment, les gens peuvent revenir là-dessus. Donc, si on revient là-dessus, la question qui va se poser, c'est pendant l'exercice de votre fonction ou après l'exercice de votre fonction, dans tous les cas, le juge va se saisir, forcément. Le juge va se saisir et va se prononcer. Donc, on ne peut pas parler d'une situation d'impunité totale aujourd'hui, et c'est pour ça et puis il y a beaucoup d'organes non juridictionnels qui ne regardent pas cette affaire d'impunité, qui enclenchent ces procédures, qui donnent leur avis. Vous avez un certain nombre d'institutions, le Comité international des droits de l'homme, etc., etc. Donc il y a certains faits qui aujourd'hui n'autorisent plus les chefs d'État de vivre dans une certaine impunité, de vivre dans une certaine violation des droits, notamment des droits économiques et des droits civils politiques, par exemple. Alors, qu'en est-il des cas de flagrance, par exemple, quand on vous prend la main dans le sac pour le président de la République? Est-ce qu'il faut aussi attendre? Puisqu'on sait peut-être au niveau des députés, on dit souvent que l'immunité tombe. Est-ce que pour le président de flagrance, on doit patienter? Non, vous n'avez pas de flagrance pour le chef de l'État, puisque l'article 73 de la Constitution ou des plupart des constitutions reprend, en tout cas au Bénin, ça reprend pour dire que la responsabilité personnelle du président de la République est engagée qu'en cas de... Ils ont cité les 3 infractions, c'est-à-dire trahison, outrage à l'Assemblée, atteinte à l'honneur, à la probité. Ce qui veut dire que si le président est
dans une situation de flagrance et que c'est une situation, par exemple, sur l'honneur, sur les questions de probité, on ne peut que engager sa procédure par le système normal prévu qui est au Bénin, par exemple, la Haute Cour de justice et déclenché par le Parlement. Donc on ne peut pas, parce que le président est dans la ville, on le prend en flagrant délit, cri public et puis on l'envoie en juridiction. C'est exclu. C'est ça que nous appelons l'inviolabilité du président de la République au cours de son mandat. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous avons vu des exemples, disons en France, Jacques Chirac, lui, après la fin de son mandat, pour des infractions qu'il aurait donc commises alors qu'il était donc à la mairie de Paris, être poursuivi après. Nicolas Sarkozy également, dans le fulgurant dossier des écoutes téléphoniques qui est devant les juridictions. Le procureur a d'ailleurs pris déjà ses réquisitions. Une différence particulière à leur niveau, ou bien ce sont des cas aussi qui peuvent advenir même dans les pays africains? Oui, ça peut se faire dans les pays africains, pourquoi pas, ça peut se faire, mais en France, c'est plus classique. En France, c'est comme si on te le réserve. On te le réserve parce que tu es notre président de la République, on te laisse faire ton travail de président de la République, mais il y a en France, c'est quelques jours, de la fin du mandat que tu fais le trajet de la justice. C'est clair, c'est comme ça. Nous, on n'a pas encore eu ce niveau. C'est au niveau de démocratie. Oui, c'est au niveau de démocratie. Ça veut dire qu'on réserve l'infraction. On réserve l'infraction et on se dit, bon, on le respecte en tant que président de la République parce que c'est lui le chef qui dirige en ce moment. Et puis dès qu'il se décharge de cette fonction, eh bien, on le prend comme citoyen. C'est comme ça. Donc, on devrait imiter ces exemples selon vous? Bien sûr, ça c'est le courage, l'audace des juges. Parce que les juges, ils ont cette possibilité d'enclencher les procédures, oui, mais ils ont aussi l'opportunité, surtout le parquet, ils ont l'opportunité. Mais la plupart du temps, ça fait un peu indécent que votre chef de l'État... Mais nul n'est au-dessus de la loi. Oui, il vaut mieux aller dans la procédure normale pour engager sa responsabilité, c'est-à-dire le mécanisme prévu par les citoyens et qui, par la Constitution, qui veut dire nous allons par le Parlement. Moi, j'ai toujours dit personnellement que ce que je déplore un peu dans les pays africains, et notamment au Bénin, et ça je regarde et je me dis que c'est quand même dommage, les citoyens ne jouent pas pleinement leur rôle de veille citoyenne. Que devraient-ils faire? Mais lire les tests, connaître les tests. Il y a beaucoup de Béninois qui n'ont jamais lu la Constitution, mais ils en parlent tous les jours. Il y a beaucoup de Béninois qui sont allés dans le mariage sans jamais lire le code des personnes et de la famille. Et je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui disait qu'il avait fait des transactions de vente avec son épouse. J'ai dit, mais c'est illicite. On ne vend pas à son époux, on ne vend pas à son épouse. Donc ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient, par exemple, nous avons dans notre système juridique aujourd'hui le droit de pétition qui permet aux citoyens de saisir directement l'Assemblée nationale et de lui poser des problèmes précis. Et la loi dit que l'Assemblée nationale est tenue d'y répondre. Et à partir de ce moment, on trouve que le président de la République a des difficultés, il ne fait pas certaines choses qui ne soient pas cohérentes. On ne peut pas avoir de pétition, saisir l'Assemblée nationale et obliger l'Assemblée nationale à faire son travail. Merci à vous, Serge Prince Abodjian, pour cette précision. On aura d'autres occasions sur ces questions que vous évoquez, qui nous donnent encore l'envie, évidemment, d'aborder deux sujets techniques sur lesquels on pense désormais vous avoir, en tout cas sur le plateau. Alors, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Droit et Justice. Merci de votre attention. On parlait de l'immunité des chefs d'État, les limites en l'occurrence. Au revoir.